Tourbillonnant dans l'air avec grâce, le vent glisse sur la glace. Au loin, un ours polaire se réchauffe sous un soleil fugace. Monarque incontesté de ce royaume glacé, il regarde avec stupeur nos visages violacés. Le blizzard nous a rendus sourds, le froid nous a rendus fous. Atteindre le point le plus au nord est devenu notre Graal, mais encore faut-il survivre dans ce monde glacial. Chaque faux pas peut sonner le glas, une seule erreur et il signe votre arrêt mort. Bienvenue, intrépide voyageur, au pôle Nord. Salut à tous, aujourd'hui Storytelling. On commence une nouvelle série de vidéos, les récits d'aventure. J'espère que ça vous plaira, et si c'est le cas, dites-le nous en commentaire parce qu'on a plein d'autres idées pour faire de futurs épisodes. L'histoire d'aujourd'hui est complètement folle. On va parler de la course et de la bataille que se sont livrés deux hommes pour devenir le premier être humain à aller jusqu'au pôle Nord. L'enjeu est immense, mais la haine que se sont portés les deux hommes en question est plus grande encore. Ce récit que je m'apprête à vous raconter est plein de rebondissements, avec des mensonges, de la traîtrise et même de la triche, mais aussi du courage, de la persévérance et de la détermination. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui encore, après un siècle de recherche, de spéculation et de féroces débats, on ne sait toujours pas qui a été le premier être humain à aller jusqu'au pôle Nord. Et je trouve ça complètement fou. Et même si c'est un peu frustrant de ne pas avoir le fin mot de l'histoire, vous allez voir, on a pas mal de pistes qui nous rapprochent de la vérité. Et puis je sais pas vous, mais le fait qu'on ne sache pas tout, ça m'intrigue encore plus car il y a plein de choses à découvrir et le mystère reste entier. Allez, direction le pôle Nord. Cap York, printemps 1908, nord-ouest du Groenland. Debout sur le pont de son navire, un homme mûr à la grande moustache est là qui supervise les préparatifs de sa future expédition. Il s'agit de l'amiral Robert Peary, un Américain de 52 ans, qui a déjà tenté 8 expéditions dans l'Arctique. Cela fait maintenant plus de 20 ans que Peary rêve d'atteindre le pôle Nord. Il a mis des années à s'adapter le plus parfaitement possible au mode de vie des Inuits, les fameux Esquimaux comme on dit à l'époque. Il a appris à chasser à leur côté, notamment le bœuf musqué, il s'habille comme eux, et c'est peu dire qu'au cours de ses expéditions, il n'a pas été épargné. Dès la première, il se casse une jambe, et lors d'une autre expédition, 8 de ses orteils gelés ont dû être amputés. Lors d'une expédition en 1905, soit 3 ans plus tôt, Peary et les membres de l'équipe venus à bout de leur vivre ont dû aller jusqu'à tuer leurs chiens pour les manger. Les années passent, mais cette fois, Peary est bien décidé à aller jusqu'au bout. Il n'y aura pas de marche arrière, aucun droit à l'erreur. Le navire de Peary, le Roosevelt, est un 3-mâts de 60 mètres, spécialement conçu pour résister aux conditions polaires. On charge de tout à bord, des vêtements, des tentes et des réchauds, tout ce qu'il faut pour équiper, charger les traîneaux. Rien ne doit être oublié, car la mission qui se prépare est dit plus périlleuse. Atteindre le pôle Nord serait une première mondiale. Que dis-je, une première pour l'humanité. Le Roosevelt emmène Peary et son équipage au Cap Columbia, qui a été choisi comme camp de base pour la mission. C'est la terre la plus au nord du Groenland. On est seulement à 769 km du pôle Nord. 1er mars 1909, Cap Columbia. Près de 1 an plus tard, 25 hommes dirigés par Peary, dont 17 Inuits et 19 traîneaux tirés par 133 chiens, quittent le Roosevelt pour prendre la direction du pôle. L'amiral note dans son carnet : « J'ai les chiens, j'ai les hommes, j'ai l'expérience, la volonté ferme. Le succès est dans la main de l'homme capable de demeurer fidèle à sa foi et à son rêve jusqu'au dernier soupir. » Demeurer fidèle à sa foi et à son rêve jusqu'au dernier soupir. Pourtant, rapidement, les premières grosses difficultés commencent. Peary avance tête baissée dans ce vent absolument glacial et c'est à ce moment-là que lui paraît à l'horizon une ligne sombre redoutée par les coureurs de pôle. Un fleuve éphémère d'eau non gelée qui interrompt la banquise. Dans ce cas, il n'y a rien d'autre à faire que d'attendre que l'eau gèle. Les hommes et les chiens attendent comme ça pendant 5 jours avant de pouvoir reprendre la route. D'autre part, des traîneaux se brisent et des bidons de pétrole se mettent à fuir. Vous imaginez bien que Peary se dit que c'est pas possible, qu'il ne va pas une fois de plus s'arrêter si près du but, si près du pôle. Il est nerveux, il prévoit déjà le pire. Mais laissons là pour l'instant notre ami Peary avec ses doutes, et revenons un peu en arrière. Au début du XXe siècle, atteindre le pôle Nord est un horizon qui paraît presque impossible. À l'époque, on s'était rapproché du pôle, mais avant 1909, personne n'a pu l'atteindre. En 1596, une expédition néerlandaise avait atteint la latitude 79,49 nord, 79,49 sur 90, je vous le rappelle. C'était quand même extraordinaire pour l'époque. Et par la suite, bien d'autres missions vont être entreprises qui échoueront toujours. Au cours du 19e siècle, des expéditions britanniques se soldent par de cuisants échecs, et il faut attendre 1895 pour que les Norvégiens Nansen et Johansen viennent narguer le pôle Nord
en atteignant la latitude 86°14'. Et puis donc Peary en 1905, lorsqu'il a dû manger ses chiens, qui lui est allé à 87°6, mais on n'est pas encore à 90, 3 petits degrés de latitude. Vous comprenez que l'explorateur se figure désormais la chose possible. Mais retournons sur la banquise. Le 28 mars 1909, Peary atteint de nouveau les 87°6 de latitude nord. C'est son fameux record de 1905. Un record qu'il bat dans une bouffée d'émotion comme vous pouvez l'imaginer. Seulement, passé cette zone, avec ses hommes, on peut dire que Peary entre dans une région géographique encore inconnue. Aucun être humain n'est jamais allé là. Ai-je besoin de vous dire que c'est le plus dur qui maintenant commence? La température descend tous les jours à moins 50°C. La banquise n'en est pas moins fragile par endroits, craquements, grondements, il y a ces sifflements terribles et sinistres que connaissent bien les explorateurs des pôles et qui laissent présager des effondrements, pourquoi pas même l'engloutissement de la fibre des traîneaux dans des eaux absolument glaciales, des eaux noires. La progression est maintenant aventureuse, il faut bien le dire, mais Peary est prêt, s'il le faut, à brûler ses traîneaux pour survivre et même à manger du chien cru. Après tout, il l'a déjà fait. Il le dit, il le clame, nous ne nous arrêterons pas. Le degré 88 approche maintenant. Peary annonce à son second, le capitaine du Roosevelt et explorateur Bartlett, qu'il est temps de se séparer du gros de la troupe et de continuer seul. Bartlett et ses hommes vont donc faire demi-tour et entamer la longue route interminable pour atteindre le Roosevelt. Il ne reste plus que 130 km à parcourir pour Peary. Avec Matthew Henson, son bras droit, retenez son nom parce qu'il est important pour la suite de l'histoire, 4 Inuits, 5 traîneaux qui sont tirés par 38 chiens et avec 40 jours de vivre, Peary veut terminer sa route. Il exige qu'aucun occidental n'accède avant lui au but tant espéré. Et oui, c'est l'ego qui parle là. 6 avril 1909, 10h du matin, quelque part sur la banquise. Peary lève le bras, le convoi s'arrête. Henson et les 4 Inuits se regardent incrédules. Est-ce que le pôle Nord serait atteint? Peary utilise son sextant, il observe, il mesure, il calcule et esquisse un sourire. On est à 89°57'. Quelques heures après, Robert Peary s'écrie « Le pôle, enfin !» Il déploie le drapeau américain et le plante sur le pôle Nord. Les photographies sont prises bien entendu. Vous imaginez, le pôle Nord est atteint pour la première fois de l'histoire de l'humanité. Mais était-ce vraiment la première fois? Le 6 octobre 1909, soit 5 mois après avoir réussi son exploit et après des semaines pour redescendre vers la civilisation, Robert Peary fait connaître la nouvelle de sa réussite et annonce qu'il est le premier homme à s'être rendu au pôle Nord. Le pauvre ne pouvait se douter que quelques jours avant, dans une circonstance historique exceptionnelle, un autre homme venait d'affirmer qu'il avait atteint le pôle Nord le 21 avril 1908, soit près de 1 an avant Peary. Cet homme, c'est Frederick Cook. Vieille connaissance de Peary, il a d'ailleurs participé à l'une des expéditions de ce dernier en tant que médecin, et lui a même sauvé la vie lorsque ce dernier s'est cassé la jambe. Cook est d'ailleurs lui aussi un explorateur américain. Alors on serait tenté de qualifier Cook d'imposteur, en commençant par le fait qu'on ne comprend pas pourquoi il a mis près de 1 an et demi à se manifester et que derrière ces belles paroles, il n'y a aucune preuve tangible de son soi-disant exploit. Cook explique qu'il a été poussé par les courants arctiques et la banquise et qu'il a longtemps, très longtemps erré au retour dans l'archipel du Labrador. Il a été contraint à l'hivernage. Il explique avoir privilégié une stratégie bien différente de celle de Peary pour atteindre le pôle. Il est parti en très petit équipage, 2 traîneaux de 13 chiens chacun et seulement 2 Inuits pour l'accompagner. Bon prince, Cook félicite Peary pour son exploit, mais ce dernier n'a pas du tout une attitude fair-play. Lui, de son côté, accuse l'homme d'être un imposteur qui a mystifié la foule. C'est une véritable guerre maintenant qui s'engage entre les deux hommes. La presse va s'emparer de cette affaire et attiser les flammes comme vous pouvez bien l'imaginer. D'un côté, il y a les péristes et de l'autre, les cookistes. Le Dr Cook part cependant avec des désavantages, il faut bien le dire. Déjà, il ne possède pas les gros soutiens de Peary, qui a fait financer son expédition par de nombreuses personnalités haut placées. Et puis, il y a les vieux dossiers qui ressortent. Cook a prétendu en 1906 être le seul homme à avoir vaincu les 6194 mètres du mont McKinley, en Alaska. Photo à l'appui, sauf que le cliché a été identifié comme pris sur une autre montagne, et la boîte métallique que Cook prétend avoir laissée au sommet de la montagne et contenant un message n'a jamais été retrouvée. Cook est un menteur. Mais si Cook traîne des casseroles, il a aussi des soutiens importants parmi les explorateurs comme Roald Amundsen, le futur découvreur du pôle Sud. Et puis Peary a aussi de gros défauts. Il considérait le pôle Nord comme son objectif, et de penser que quelqu'un qui de surcroît avait été sous ses ordres pouvait l'avoir devancé le mettait hors de lui.
D'après de nombreux témoignages, Perry était un être arrogant, cynique, totalement imbu de sa personne et foncièrement sans scrupules. Tandis que Cook apparaissait simple, peu intéressé financièrement, mais emporté par la passion pour son sujet, les régions polaires et leurs habitants. Perry est aussi connu pour avoir amené 6 Inuits du Groenland à New York, où ils ont été exhibés comme des objets ethnologiques au Musée américain d'histoire naturelle, victimes de ce que les historiens modernes appellent des os humains. D'ailleurs, 4 de ces Inuits vont mourir dans des conditions déplorables. Et en qualité d'explorateur, Perry partait souvent pendant des années, laissant seule sa femme. Au cours de leurs 23 premières années de mariage, il n'en a passé que 3 avec sa femme et leurs 2 enfants. Perry a aussi eu des relations avec au moins une femme inuite, Alekassin, lorsqu'elle avait environ 14 ans. Et ils ont eu au moins 2 enfants ensemble. L'affaire de la conquête du pôle Nord est si importante que Perry demande à comparaître devant la sous-commission aux affaires navales du Congrès pour se voir reconnaître officiellement son titre de premier homme à s'être rendu au pôle Nord. Cependant, les membres de la sous-commission sont surpris lorsqu'ils constatent qu'il manque beaucoup de choses dans le carnet de Perry. Ce n'est qu'avec 4 voix pour et 3 voix contre que la mention rendant hommage à Perry fut approuvée par la sous-commission des affaires navales. C'est vous dire que le doute subsiste. Vous vous dites peut-être que pour vérifier c'est tout simple désormais. Il suffit d'aller au pôle Nord et de retrouver les restes d'une expédition ou alors le drapeau américain planté par Perry. Mais n'oubliez pas que l'Arctique n'est pas un continent, mais simplement une étendue d'eau gelée, une banquise qui se déplace avec le courant. Si Perry par exemple a bien planté un drapeau au pôle Nord lors de son expédition, le drapeau a dérivé bien loin du point initial. Alors, qui a découvert le pôle Nord ? Eh bien probablement aucun des deux. On peut aujourd'hui affirmer que Perry s'y est approché, sûrement à moins de 100 km, mais n'y a certainement jamais été. Pour Cook en revanche, il n'existe aucun document qui nous permettrait de savoir si oui ou non il y a été. La crédibilité du rapport de Cook repose entièrement sur sa personnalité en tant qu'être humain. Mais là aussi, beaucoup de gens pensent qu'il a menti. Mais alors, qu'est-ce qui cloche dans le rapport de Perry ? Rappelez-vous, le 1er avril, pour l'échelon final de l'expédition, Perry, quelques Inuits et Henson laissent l'équipe de base dirigée par Bartlett rentrer au Roosevelt et vont au pôle. Bartlett atteint le navire le 23 avril. Que se passe-t-il pendant cette vingtaine de jours pour Perry et son groupe ? Ils sont censés atteindre le pôle. Ils y arrivent le 6 avril, selon les dires de Perry. Ils y restent 48 heures et repartent donc le 9 avril. Or, savez-vous quand ils retrouvent le Roosevelt ? Le 25 avril, soit seulement 2 jours après Bartlett. C'est-à-dire que non seulement ils ont parcouru plus de 500 km de plus que leur équipe de soutien, mais qu'en plus ils vont beaucoup plus vite. Ils auraient fait entre 60 et 90 km par jour, ce qui est vraiment très rapide dans ce genre d'expédition. Ne serait-ce que cela prouve qu'ils n'ont pas pu aller au pôle. D'autres éléments, plus techniques ceux-ci, ont choqué tous les connaisseurs des pôles. Dans son rapport, Perry omet, peut-être de façon délibérée, une chose en permanence, la dérive de la banquise. Il fait comme si elle n'existait pas, or elle existe. D'ailleurs, les critiques de Perry n'ont pas manqué de souligner que les records de vitesse ont été pulvérisés à partir du moment où Bartlett quitte l'équipe, laissant Perry seul avec des Inuits ne sachant pas faire le point ni évaluer les distances, et Henson, son fidèle serviteur. Mais Perry cessa même de relever quotidiennement sa position. Contrairement à son habitude, il ne fit pas non plus contrôler ses observations par Henson, qui savait faire le point. Enfin, il semble que les pages de son journal, les journées du 6 au 8 avril 1909, n'aient pas été remplies, mais remplacées ultérieurement par des feuilles volantes. Et on peut aussi relever le fait qu'à partir du retour, Perry n'a presque plus jamais adressé la parole à Henson. Et ça, c'est la deuxième partie de la controverse. Imaginons l'équipe de Perry était arrivée jusqu'au pôle Nord, ce qui est assez improbable, mais soit. Même s'ils y étaient arrivés, il est très probable que Perry ne soit pas le premier occidental à être arrivé sur le toit du monde. N'oublions pas que Perry n'avait plus que 2 petits orteils, qu'il était habillé de lourdes fourrures, et enfin qu'il avait 53 ans, ce qui, à l'époque, était relativement âgé pour un explorateur polaire. Il était ainsi toujours à l'arrière du groupe de l'expédition, laissant ses acolytes briser la glace et déblayer le terrain pour lui. Or, le 6 avril 1909, il est très probable que ce soit Matthew Henson qui soit arrivé le premier sur le point indiqué comme étant le pôle Nord. Il fut en effet envoyé par Perry en tant qu'éclaireur et serait arrivé 45 minutes avant lui. Et Matthew Henson était américain, il n'était pas inuit. Mais il était noir et ça change tout. Perry reçut tous les honneurs et la présence de Matthew Henson fut occultée, ou quand elle est citée, il n'est réduit à n'être qu'un porteur ou un serviteur nègre. Tout ça à cause des préjugés racistes de l'époque. Certains doutaient même qu'un Afro-Américain ait pu survivre dans le froid polaire. Si Perry gagne le procès à la sous-commission des affaires navales,
C'est purement et simplement parce que Perry est un poulain de l'ex-président des États-Unis, Roosevelt, d'où le nom de son navire, et il est également soutenu par le New York Times, l'institution des institutions. Enfin, il est une question de gros sous. L'expédition de Perry a été financée par des fonds publics, mais surtout par la National Geographic Society, qui lui a donné une médaille pour sa dernière expédition et lui a versé des fonds pour le soutenir. Si donc Perry n'a pas été au pôle, c'est un vrai scandale et les fonds colossaux mis en jeu ne sont plus justifiés. Vous voulez savoir ce que je pense de toute cette histoire ? Eh bien selon moi, Cook et Perry sont tous les deux des menteurs. Il n'y a aucun document qui prouve que Perry serait allé jusqu'au pôle, et d'ailleurs il y aurait pas mal d'imprécisions dans son rapport d'expédition. Il semblerait qu'il ait été un homme appréciable et passionné, mais après tout, ça ne l'a pas empêché de mentir déjà une première fois à propos de son ascension au mont McKinley. Perry, quant à lui, je serais tenté de dire qu'il n'a pas menti et qu'il pensait vraiment être allé jusqu'au pôle Nord. D'ailleurs, on sait qu'il n'en était pas si loin, mais ce serait sans compter le fait qu'il omet, et je pense que c'est de façon délibérée, la dérive de la banquise. Il réduit ainsi les vitesses qu'il aurait atteintes à la fin de l'expédition avec Henson et les 4 Inuits. Donc Perry aurait lui aussi menti, et d'ailleurs ce n'était peut-être pas la première fois, puisque dans une de ses précédentes expéditions, il avait déclaré avoir trouvé une terre au nord, en plein milieu de l'océan Arctique, Crokerland, qui ne fut jamais retrouvée. Après tout, il lui fallait toujours ramener quelque chose de ses expéditions pour pouvoir financer les suivantes. Donc après des météorites sacrées pour les Inuits eux-mêmes, une terre inexistante et même un chenal imaginaire, il aurait ramené une preuve de sa conquête du pôle Nord. Il était omnubilé par son rêve, ça faisait des années qu'il rêvait de cet exploit, et il savait aussi que l'expédition de 1909 serait sa toute dernière expédition. Avec un ego comme le sien, on s'imagine bien qu'il n'allait pas laisser quelqu'un lui voler le titre. Mais si aucun des deux n'a atteint le pôle Nord, qui a été le premier à s'y rendre ? Les premiers à atteindre le pôle Nord avec certitude sont l'Italien Umberto Nobile et le Norvégien Roald Amundsen en 1926, qui l'ont survolé à bord du dirigeable italien Norge, parti depuis Rome. Le soviétique Ivan Papatin, et non Palpatine, s'y pose en avion en 1937, mais il faudra attendre 1969 pour que le britannique Wally Herbert l'atteigne en traîneau à chien. C'était il y a seulement 55 ans. Donc c'était vraiment un exploit quand même de Perry de s'être approché si près du pôle 60 ans plus tôt. Voilà la fin de cette histoire passionnante, j'espère qu'elle vous a plu, ça change pas mal de ce qu'on fait d'habitude, alors n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous avez aimé, et si c'est le cas on refera plein d'autres épisodes encore plus excitants, j'ai plein d'idées. Et puis en attendant, abonnez-vous à notre chaîne YouTube, mettez un petit pouce bleu, et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!